Et donc, moi, j'ai fait pas mal de mathématiques. T'as fait des mathématiques? Oui, j'en ai fait. Oui. Si, j'ai même fait des choses assez. J'ai même fait après de la physique théorique un peu, de l'analyse quantique, enfin de la mécanique quantique, des choses comme ça. Non, non, je comprenais des fois. C'est pour ça que je vous ai. Alors, comme Lacan, c'est du chinois, mais la topologie, c'est vraiment du chinois. Si vous voulez regarder, là, c'est du chinois au carré. Je vous ai apporté mes bouquins que j'avais en licence, topologie générale, c'est des C2 de maîtrise, des choses comme ça. Vous pouvez simplement vous regarder un peu les pages et vous verrez que c'est vraiment du chinois. Enfin, si vous n'avez pas l'habitude de la topologie. Donc, il est même dédicacé par Laurent Chartier. On peut le passer. On le touche. Non, mais non, c'est tout ça pour dire que c'est quand même un domaine très difficile. Alors, bon, moi, donc, j'ai enseigné à l'école normale, en mathématiques, mais après, c'était plutôt à l'école normale. L'idée, c'était de travailler avec des gens, que ce soit des instituteurs ou des normaliens, qui ont une moyenne d'âge à peu près 25-30 ans. C'est d'ailleurs essayer de faire oublier un peu des mauvais souvenirs de mathématiques aux gens et essayer qu'ils se resituent par rapport aux mathématiques parce qu'ils auront à les enseigner. Donc, c'est en ça que c'est intéressant aussi. Bon, alors après, je suis devenu. Si j'ai passé une thèse, je suis quand même estampillé par l'université, je suis docteur. Je le dis. Mais c'est pas très important, hein, pas le discours du maître. Et puis, alors, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Oui, je suis devenu inspecteur d'éducation nationale et directeur du UFM. Enfin voilà, j'ai terminé à Ploërmel dans le Morbihan, inspecteur. Et c'est pour ça qu'au départ, l'idée il y a 3 ans avec Sonia, c'était plutôt de faire une intervention sur les apprentissages fondamentaux, y compris la lecture, l'apprentissage de la lecture au CP, des mathématiques, et à partir de ça, voir un peu les problèmes qui se posent avec les élèves qui ont des difficultés à entrer dans les apprentissages. Puisqu'on constate, vous avez pu le voir sûrement où vous travaillez, il y a des enfants qui n'entrent pas dans les apprentissages, en lecture, ou peut-être un peu moins en mathématiques, mais aussi. Et donc on était parti sur cette base. Et puis après, j'ai débouché sur un débat sur l'école, et donc moi j'avais pensé à Michel Serres, et sur des questions, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin il y a 4 ou 5 ans, Petite Poussette. C'est-à-dire comment situer l'école maintenant et quel type d'apprentissage on fait à l'école en fonction des nouveaux apports de la technologie, puisque c'est vrai qu'au bout des doigts, maintenant, on a presque la bibliothèque nationale, voire internationale. Mais le problème, c'est à quoi ça sert d'avoir la bibliothèque nationale à disposition si on n'a pas des clés ou des balisations, etc., pour savoir comment s'y retrouver. Donc on était parti là-dessus. Puis petit à petit, comme il y a eu, je ne sais pas, vous aviez quelque chose à Bordeaux, un colloque, travaillé en juin. Donc cette première séance a été annulée. La deuxième séance, pour cause d'accident de mon épouse, on pleurait. donc c'était donc l'année dernière, ça va se faire. Et donc ça fait cette année, mais en fonction de ça, j'ai essayé de savoir un peu, faire évoluer, voir quelle était la demande, faire une analyse de la demande, et bon, j'ai entendu une topologie, comment ça s'appelle, Cantor, Frege, des gens comme ça, enfin Gödel. Donc j'ai quand même, bien que ça ne me plaisait pas trop, j'ai essayé de regarder un peu si c'est pas plus intéressant de faire pour les psychanalystes et psychologues qui s'intéressent quand même à Lacan, c'est le moins qu'on puisse dire,
Si je pouvais vraiment faire quelque chose, heureusement que je me suis fait violence à tout. J'étais fouillé dans les questions mathématiques et de topologie. Alors, quand on regarde les choses naïvement, ça va à peu près. Mais quand on commence à creuser, c'est vraiment. C'est immense, le champ est immense. Et je ne sais pas si vous regardez un peu là-dedans, là, c'est vraiment incompréhensible. Pour quelqu'un qui n'a pas fait de mathématiques, il suffit de prendre une page et on voit que. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça, c'est un discours qui arrive après 2000 ans de recherche et tout, et qui est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mathématiques, bon, après des tâtonnements, tout ça, on en arrive à mettre en place une théorie, puis bon, avec un système axiomatique, mais qui est presque fermé à la limite au départ. Si on regarde la théorie des ensembles, bon, il y a tout ça qu'axio, et puis on part de là. Mais avant d'arriver à ça, il y avait toute des décennies, des siècles même de travail. Donc j'ai fouiné un peu du côté de la topologie. Alors je suis allé voir, c'est pour ça que j'ai apporté quand même pas mal de bouquins. Si quelqu'un m'a dit que vous travailliez sur Bousserou, sur les bouquins de Oui, c'est moi qui Lacan, le Borroméen. On a un cartel. Alors j'ai regardé, bon, il y a pas mal de choses. Hein, et puis j'ai regardé aussi Au risque de la topologie de la poésie, je sais pas où il y a pas mal effectivement de choses en topologie qui sont assez rares, en fait, qui ne sont même pas évidentes. Alors j'ai repris Silicet, il y a un texte qui est assez important qui s'appelle L'étourdi, Lacan. Oula, attention. Alors il parle de, voilà, j'ai là une page, là, sur Aleph 1, Aleph 2, Aleph 0, c'est pour ça que si on a le temps, on parlera un peu des Aleph. À quelle heure on finit Les... À quelle heure on finit? On se donne jusqu'à quelle heure? Je ne sais pas, on va voir, ça dépend comment vous allez réagir. En général, c'est vers 17 Non, mais c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 mois de travail, à raison de, si on prend chaque chose, ne serait-ce que les nœuds borroméens, bon, c'est immense. Si on prend après le tore, le plan projectif et tout ça, c'est. Déjà, ils comprennent quelque chose, et puis après, ils travaillent dessus. C'est vraiment un gros boulot, enfin, c'est énorme. Donc, moi, j'ai essayé de voir si je pouvais pas vous essayer de faire sentir un peu ce qu'est la topologie, mais sans entrer dans le détail. Donc, si vous voulez bien, on peut démarrer. Hein, Oui. Je crois qu'on avait démarré. Bon, voilà en gros ce que j'ai essayé de faire. Donc, je vous avais envoyé un papier, vous avez eu. Donc, il y a une première partie. Essayez d'aller vite quand même là-dessus, parce que je pense que, à mon avis, le plus intéressant pour vous, c'est quand même ce que dit Lacan, les objets topologiques qu'utilise Lacan, à savoir les nœuds borroméens, le tore, la bande de Mobius, tout ça, parce que ça correspond à des concepts psychanalytiques qu'il articule directement, notamment sur les questions d'intérieur et d'extérieur, des choses comme ça. Et puis, la bouteille de Klein, alors c'est pas la bouteille de Klein, normalement c'est Kleinfleisch ou Kleinfleisch. D'ailleurs qu'en allemand, Flash et Fleischeux, c'est bouteille et surface. Donc en fait, la bouteille de Klein, c'est plutôt, il y a une erreur de traduction, c'est plutôt la surface de Klein. Et, mais comme ça, c'est un peu la forme d'une bouteille, le mot est resté, c'est connu sous forme de bouteille de Klein. Et ça, c'est assez intéressant. Et puis un dernier truc, mais alors là, j'ai jamais réussi à le construire, c'est ce qu'il appelle le cross-cap. C'est-à-dire que c'est le plan projectif, en fait, c'est un homéomorphisme du plan projectif. Moi, je sais ce que c'est qu'un plan projectif, je vous l'expliquerai tout à l'heure. C'est assez facile à comprendre. Et quand on passe à la sphère et tout ça, on n'y comprend plus rien. Enfin, c'est vraiment une surface assez bizarroïde. Et
J'ai essayé de le construire, mais je suis planté. Si vous avez du courage, vous pouvez essayer de le construire. Mais bon. Bon, voilà en gros. Et puis alors, si on a le temps, je peux revenir sur Cantor, sur des questions de nom, des questions d'ensemble, des questions le cardinal, enfin les cardinaux, les ordinaux. C'est des notions importantes, notamment pour introduire après ce qu'on appelle les transfinis, c'est-à-dire le dénombrable, le continu. C'est des notions qu'on trouve là-dedans. Hein, mais je doute que beaucoup de gens, enfin, à moins d'avoir fait pas mal de mathématiques, voient ce qu'est la différence, qu'est-ce qu'il y a entre le continu, le dénombrable. C'est pas du tout évident. C'est vraiment des notions très très difficiles. Mais enfin, on peut arriver à les sentir quand même assez simplement, à condition de les prendre dans le bon bout. Bon, voilà un peu le programme. Mais ça pourrait durer 3 mois, ça fait, hein, parce que même après, le problème que j'ai eu, c'est aussi qu'à chaque fois que je découvrais des choses nouvelles, j'arrivais sur des contradictions que je voulais aller plus loin. Mais à un moment, il faut quand même arrêter et proposer quelque chose d'assez compact, pour un mot de topologie, pour que ce soit assimilable. Donc, alors, rapidement, alors, déjà du point de vue naïf, bon, vous avez tous entendu parler, puis en plus de ça, on vit dans un espace de géométrie euclidienne. À savoir, bon, il suffit de regarder la salle, hein, on a des parallèles, des perpendiculaires, des plans, il y a des distances hein, qu'on a tous intégrées, on vit là-dedans. Donc ça, c'est en gros ce qu'on appelle l'espace euclidien, c'est-à-dire ce que Euclide, qui est parti de ce qui démarre à partir des axiomes d'Euclide, à savoir que par 2 points distincts, on peut faire passer une droite, que par un point extérieur à une droite, on fait passer qu'une et une seule parallèle, et puis à partir de ça, on construit une géométrie. Bon, ceux de ma génération, je à peu près avec 70 ans, ont tous connu la géométrie classique au lycée dans les années 60. Bon, c'était la géométrie euclidienne. Donc alors, pour essayer de voir les caractéristiques de la géométrie euclidienne, c'est quand même le parallélisme, qui est une notion très importante. Le fait que quand on a deux droites séquentes, si je coupe par des parallèles, il y a quelque chose de très très important que vous devez vous souvenir, c'est Thalès. C'est-à-dire que ça découpe sur ces séquentes des segments qui sont de longueur proportionnelle. Donc ça, c'est vraiment très très important parce que c'est la base de toute l'algèbre linéaire du XXe siècle, hein, les espaces vectoriels, des choses comme ça, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais c'est ce qu'on appelle l'algèbre linéaire, et qui était vraiment des développements très très importants. Bon, j'insiste pas trop là-dessus, mais vous voyez un peu, vous voyez ce que c'est que les questions l'importance des questions de parallélisme. Après, bon, il y a une autre question, c'est la perpendicularité, des choses comme ça. Alors, là-dedans, il y a 2 géométries qui sont particulières. Je vais arriver à la topologie, hein, mais j'essaie de situer avant comment ça s'inscrit. Il y a une géométrie que vous connaissez assez bien, c'est la géométrie qui résulte des ondes du Soleil. Parce que les rayons, on peut considérer qu'ils viennent de l'infini. Hein, et donc à ce moment-là, quand vous projetez, hein, si vous mettiez une figure, un rectangle, un carré comme ça, dans un faisceau lumineux du Soleil, bah, vous allez projeter son ombre, soit sur un plan qui peut être perpendiculaire,
ou qui peut être... Et à ce moment-là, vous allez avoir une figure qui va être transformée. Bon, ça, vous l'avez tous remarqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on conserve, quels sont les invariants. En particulier, il y en a un, ça va être les droites. Par contre, les angles, vous voyez que cet angle droit, là, suivant la position du bouquin, et puis la position du plan de projection, probablement qu'il ne va pas être projeté. Bon, là, je ne vais pas amener un projecteur pour faire, je vais pas faire toute une approche de ça, mais enfin, vous voyez un peu ce que c'est que la géométrie affine. C'est-à-dire une géométrie où les transformations sont dues à une projection de rayons parallèles. Hein, ce qu'il faut retenir, l'idée c'est le soleil et puis les rayons du soleil. Ça vous donne l'idée de géométrie affine. Affine, ça veut dire? Affine, c'est tout ce qui est autour du parallélisme. Ah oui. La droite affine. Alors maintenant, il y a une autre géométrie que vous connaissez. Je passe assez vite, hein, parce que je m'attends. Ça, j'ai passé des heures avec les Normandiens à revenir sur ça. Donc ça dérive de la géométrie euclidienne alors, affine? C'est une sorte mais c'est de... dans la géométrie euclidienne. Ça fait partie de la géométrie euclidienne. Simplement, c'est que quand on parle de géométrie affine, on ne s'intéresse pas tellement aux distances. On s'intéresse plutôt à des histoires angulaires, à des histoires de parallélisme. Est-ce que le parallélisme est conservé? Est-ce que la perpendicularité est conservée? Hein, mais il faut... Vous voyez que finalement, on pourrait encore décomposer cette géométrie affine. Suivant que je mets le plan de projection, je le mets comme ça, par exemple, ou comme ça, perpendiculaire au soleil. Vous voyez qu'un carré, l'idée c'est de prendre, pour bien voir ce que c'est, on prend un carré. C'est-à-dire c'est la forme la plus simple qui existe, bon, c'est pas compliqué, et on regarde comment il se projette. Bon, vous avez déjà remarqué, des fois, suivant la manière dont on le met, on a un parallélogramme. Ou bien on peut même obtenir un quadrilatère quelconque. Ou bien on peut le transformer en losange, si on peut avoir quelque chose. Et si tu mets un ballon, si tu mets un ballon, pareil, il va transformer aussi. ça fait de droite. Non, Si tu mets un ballon, non, mais tous les points de vue. Un ballon, c'est pareil, le ballon va obtenir, on va obtenir une ellipse. Une ellipse. C'est un peu la même chose si vous retrouvez les choses, si vous coupez. Bon, vous avez un cône, soit un cône, et puis ce cône-là, je le coupe comme ça. Si je le coupe directement perpendiculaire à son axe, vous voyez facilement que vous allez obtenir un cercle qui va être régulier. Par contre, si je coupe dans ce sens-là, en biais, là vous allez avoir une ellipse. Et puis, bon, un peu plus compliqué, si je peux trouver une certaine manière de le couper, de telle sorte que j'aurai une sorte d'hyperbole. Donc c'est ce qu'on appelle les coniques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Par exemple, les lois de Kepler, c'est en fait une application des coniques aux planètes, et donc les ellipses de révolution, on peut les calculer, enfin c'est les fameuses lois de Kepler, on est à peu près au XVIe, XVIIe siècle. Mais là on est toujours dans la géométrie euclidienne. Ce qui veut dire qu'on peut calculer, on peut prévoir les déformations. C'est-à-dire que toutes ces grandeurs qui se déforment restent en relation les unes avec les autres de manière mathématique. On peut donc calculer en fonction de l'angle du rayon, donc de projection et de l'angle. Oui, ça se on peut calculer ce qui va se produire. Donc voilà, enfin bon, c'est pour répondre à ta question sur si on prend un ballon ou le carré, effectivement par projection, je vais obtenir, on me dit, si je garde le plan bien perpendiculaire au rayon, mon ballon, ça va me donner un disque. Hein. Par contre, si je commence à orienter le plan, on va voir que ce disque va se déformer et va nous donner une ellipse. Bon, alors, j'avance un petit peu parce que c'est là quand la machine est démarrée. Alors, il y a une autre géométrie que vous connaissez assez bien, c'est
tout ce qui tourne autour de la naissance. J'entends par là les projections, comment on appelle ça, la perspective. Vous voyez, en fait, la plupart des tableaux à partir de Giotto, c'est-à-dire le XIVe siècle, etc., où il y a une introduction progressive de la perspective, et tout ce qui est produit Léonard de Vinci, etc. Il suffit de regarder les tableaux à partir de cette époque. Vous avez vraiment, et souvent, le peintre met le carrelage, de telle sorte que vous voyez vos carreaux qui sont carrés. En fait, sur le tableau, vous les voyez, il y a des points de fuite. Bon, je passe assez vite, mais vous voyez, c'est ça, là, ça c'est la géométrie projective. Mais c'est toujours euclidien. Oui, on est toujours dans l'euclidien. Non, non, mais tant qu'on ne change pas l'axiome de base, c'est-à-dire savoir que par un point extérieur à une droite, il n'y a qu'une parallèle, une seule qui passe, on est dans l'euclidien. Après, si on commence à dire qu'il y en a plusieurs ou qu'il n'y en a pas du tout, là on passe à des géométries de Riemann ou Lobachevsky, et ça, on sait, hein, c'est vraiment compliquer les choses, c'est déjà pas mal. Si ça vous intéresse, je peux revenir. On va voir. Oui, c'est ça, c'est les choses. On a une réunion après. Bon alors, l'outil qui caractérise la géométrie projective, je vous avais dit, pour la géométrie affine, c'est le soleil, c'est pas des retenir, il y a des mots comme ça, des mots techniques qu'il faut avoir, on voit ce qui se passe. Vous pouvez même faire les expériences vous-même. Et donc, la géométrie projective, c'est une source lumineuse à distance finie. Donc, une lampe électrique, ça va. Bon, ce qu'il y a, c'est que les contours sont un peu flous, c'est pas très bon. L'idéal, ça serait un plan quand vous projetez à l'écran, vous avez des diapos, des choses comme ça, vous avez une source lumineuse à 2 ou 3 mètres. En plus de ça, on peut régler la netteté. Et là, c'est très bien, parce que là, on a l'écran qui est le plan. Et puis là-dedans, on fait évoluer des carrés, des formes géométriques simples qu'on connaît, puis on regarde ce qui se passe. Quels sont les invariants qui sont conservés. Donc voilà, ça c'est une géométrie qui est très intéressante. Et en plus de ça, vous avez les questions de perspective qui sont intéressantes. En plus de ça, c'est l'œil. Hein. Parce que si vous inversez les choses, quand vous regardez, imaginez un carrelage avec des carreaux qui sont carrés. Si vous mettez un coin de la pièce, votre œil les voit comme, certains les voient comme des espèces de trapèzes. Ils ne les voient pas, quand vous les regardez, vous ne les voyez pas comme des carrés. Vous pouvez les voir comme des losanges ou des parallélogrammes suivant l'angle que vous prenez. C'est ce qui se passe, hein, parce que les peintres ont utilisé pour créer leur tableau et donner après les effets de volume. Alors, la topologie là-dedans. Alors, le mot clé jusqu'à maintenant, c'est l'idée de transformation de forme géométrique. C'est-à-dire qu'en mathématiques, il y a 2 points de vue. Il y a un point de vue qui s'intéresse à l'objet. Si je m'intéresse à cet objet-là, bon, c'est un rectangle, je vais le définir comme ayant 4 côtés, etc. Et puis, il y a un autre point de vue, qui est un corollaire, c'est qu'est-ce que je veux obtenir de ça par une certaine transformation. Quel nombre j'obtiens, etc. Donc, vous voyez, il y a un point de vue de transformation géométrique, c'est-à-dire que deviennent les formes dans certaines transformations. Alors, qu'elles soient simples, comme les transformations de paraison, je trouve que c'est les meilleurs modèles. Je trouve que ça, c'est pas dur. Après, évidemment, on verra, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, la topologie là-dedans. Donc, vous retenez l'idée de transformation. Alors, ça serait, si vous voulez, déjà un topologue, ça serait quelqu'un, c'est pas de moi, hein, c'est de Nathalie Charot. Il faut savoir qu'un topologue, il n'arrive pas à distinguer une bouée d'une tasse à café. Alors, j'ai eu du mal à comprendre. Oui, parce que je n'avais pas pensé qu'une tasse à café, il y avait un anse.
une anse. Donc en fait, le trou qui correspond au trou de la bouée, c'est le trou de l'anse. Donc ça veut dire qu'on pourrait transformer, enfin supposons que ce soit en pâte à modeler, ça sera encore plus simple, sans briser la pâte l'encens, c'est-à-dire il faudrait que ce soit suffisamment mou, de telle sorte qu'on transforme la tasse à café en bouée. Mais sans rupture, il ne faut pas casser. Et bon, en appuyant, etc., on arriverait finalement à partir de ce trou, à faire en sorte que ce soit le trou de la bouée, puis approximativement arriver à peu près quelque chose qui ressemble à une bouée. Réciproquement, partir de la bouée pour la transformer en tasse à café. C'est pas évident, hein, c'est quand même... Bon alors, les choses les plus simples que vous pouvez voir... Une chambre à air. Une chambre à air. Une chambre à air, oui, ça fait... Et on fait une hernie dans... Oui, ça va pas être facile. Et ça fait une protubérance qui peut être une véritable. Si vous... J'ai trouvé ça le jour, je voulais... Je ne sais pas très bien. Avec des ballons très très ballons. Parce que ça caractérise bien le... Je vous en mets là si vous voulez. Bien sûr, vous pouvez les couper, comme ça donne une plus grande... on a plus de place. Ah ben c'est-à-dire, avec des élèves, ce qui est intéressant, on vous donne des ballons, qu'est-ce que vous en faites? Alors, il y en a qui peuvent faire des tableaux avec ça, avec des punaises et tout, on peut imaginer plein de choses. Ça peut partir dans tous les sens. Donc tu les coupes? Oui, vous les coupez. Alors ce que je voulais simplement vous faire remarquer, c'est si vous dessinez un carré, par exemple, bah, essayez de transformer. Ah, tu dessines un carré dessus et puis tu tires pour voir. Oui, il y a une phrase qui caractériserait la topologie, c'est de dire c'est la géométrie de la chambre à air. C'est-à-dire, vous voyez, si je fais un dessin là-dessus, je fais un carré par exemple. L'idée de partir d'un carré, c'est intéressant parce que vous partez d'une figure où les côtés opposés sont parallèles, vous avez un angle droit, vous avez des côtés qui sont égaux en distance. Donc, je n'arrive pas, il faut essayer de, si vous avez un crayon, d'arriver à faire quelque chose. Donc tu fais un carré de à l'intérieur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une droite, vous mettez une droite aussi, et sur cette droite, vous mettez quelques points. A, B, C, par exemple. Alors, vous voyez, vous avez quelque chose comme ça. Et donc, la géométrie, alors, si vous retenez l'idée que la topologie, c'est la géométrie de la chambre à air, en gros, ou du ballon de baudruche, ou des choses comme ça. Un carré, Vous voyez, vous pouvez une droite avec des le points. tirer, le tordre, etc. Mais avec des choses sans rupture. Il ne faut pas qu'il y ait rupture. C'est quand même le continu qui Alors importe. c'est ça l'idée qu'il y a derrière, c'est l'idée de continuité. C'est ça. C'est ça du point de vue de la topologie, c'est ça qui est très important. Je vais y venir parce que je vais essayer en même temps de développer le concept d'homéomorphisme. Ça c'est vraiment fondamental. Et de la même manière que tout à l'heure je vous parlais des transformations mathématiques, l'idée surtout des mathématiques à partir du 19e siècle, de Cauchy, c'est l'idée de Galois aussi. C'est-à-dire Galois, justement, son idée pour résoudre les équations au-delà du 5e degré, c'est d'utiliser des transformations, des permutations, des choses comme ça. Il oublie complètement le point de vue. Bon, là je m'égare, mais je reviens à mes moutons, là, à ma chambre à air. Alors on a fait un carré. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Votre carré, par exemple. Si vous tirez, vous voyez bien que les côtés opposés du carré qui sont parallèles, c'est comme ça, c'est complètement... Ah oui, d'accord. Ça a complètement disparu. Votre angle droit du carré, même chose. Vous tordez dans n'importe quel sens, vous voyez que ça disparaît tout ça. Donc vous n'avez plus la notion de ligne droite maintenant. Ligne droite.
La notion de ligne droite. Votre droite, elle est complètement, là j'en ai fait une, si je la tords comme ça, vous voyez, elle va dans tous les sens. C'est-à-dire ça devient, Ah oui. ma droite devient une espèce de segment. Les distances ne sont plus les mêmes. Alors, par contre, si vous avez ordonné des points sur cette droite, A, B, C dans l'ordre, comme ça. Au niveau des angles. Quand vous tordez, vous obtenez une espèce de lacet comme ça. Mais quel est l'ordre des points? Est-ce que l'ordre... je donne la réponse dans la question. Regardez qu'est-ce qui se passe sur l'ordre des points. Mais j'ai pas compris comment on met les points. N'importe comment, simplement mettez-les, vous les numérotez dans un ordre. Mettez des points, puis 1, 2, 3, premier, deuxième, troisième. Le principal, c'est qu'ils soient ordonnés. C'est-à-dire que le continuum Sur la droite, de tu mets les la points. numération Ok. est altéré par la distance finalement, enfin Oui, alors, l'élasticité. d'accord, alors il y a ce point de vue-là aussi, c'est-à-dire que la distance Ouais. entre les points, là par exemple, vous voyez ces distances-là, si je tire c'est ça. d'un côté ou je rétracte, C'est ça. la distance est complètement disparue. Entre les points, d'accord, ok. Donc la mesure de la numération ne peut pas Il y a des être points, les points restent. Ah oui, 3 300 cm. km. Est-ce que simplement ce qu'il faut voir, c'est que c'est un invariant, c'est-à-dire que l'ordre des points sur une droite, il va être conservé. Même chose, ce qui va être conservé aussi si vous mettez deux droites séquentes. Et ensuite vous tirez. Bah, votre point d'intersection, il va être conservé. En fait, c'est juste l'ordre des. Ça veut dire qu'un... Si je mets plusieurs droites comme ça qui se coupent, les points d'intersection, ça va me produire des lacets, des arroïdes, mais les intersections de ces transformations géométriques seront conservées. Je ne vais pas écrire sur le mur, mais je vais vous représenter un peu de façon imaginaire. Vous voyez, si je fais, par exemple, j'ai une première droite comme ça, une deuxième droite qui coupe ici en A, une troisième ici. Ça, c'est sur mon ballon de baudruche, là, qui est au repos. Si je tire comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ma droite qui était là, elle va faire ça. L'autre va faire ça, et l'autre va faire ça. Mais les points d'intersection vont être conservés. Donc vous voyez, c'est ces invariants qu'on essaie de retrouver avec la topologie. Alors c'est ce qui va se passer. Alors, Dans les là, déformations. ce à quoi vous faisiez allusion, c'est très très important, c'est la question des distances. C'est-à-dire qu'en topologie, justement, les distances ne sont pas observées. On peut dire qu'on n'a plus de distance. Mais les points, oui, alors. Mais les points, Mais les points, oui. Alors, il y a une carte à laquelle vous êtes très familiarisés. Vous avez tous pris le métro. C'est la distance. Et vous avez tous regardé les plans de métro. Ben, un plan de métro, c'est un plan topologique. On ne s'intéresse pas aux distances, on s'intéresse aux unités entre deux stations. Les unités de segments. Et puis tout ça est ordonné. C'est un plan topologique. Mais Alors est-ce que toute projection cartographique n'est pas finalement... Si. Si, parce Et au départ, c'est surtout toute la topologique, c'est-à-dire à l'intérieur de la topologie, on peut avoir des distances. L'idée de prendre des cartes de géographie, j'en ai trouvé une de Xénophon. D'ailleurs, c'est moins 400. il m'a bon, quoi. Oui, alors à ce moment-là, il avait l'idée que c'était plat. Ouais. Et puis qu'à un moment donné, quand on arrivait aux colonnes d'Hercule, il y avait l'océan qui s'arrêtait. Et donc à partir de ça, ils essayaient déjà de faire des cartographies. J'en ai trouvé une l'autre jour, c'est assez intéressant, parce qu'on voit que les distances sont pas... Ils tentent un peu des distances, c'est-à-dire que... Bon, on voit la mer Caspienne, par exemple, la mer Noire, des espèces de lacs qui sont isolés. Et si vous regardez des cartes jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, des cartes de Magellan, là vous voyez que les distances sont... il n'y a qu'à prendre la carte de la Bretagne au Moyen-Âge. Vous voyez aussi que c'est plutôt topologique. Mais il y a quand même une approche... ils essaient, ils sentent bien qu'il faut essayer de respecter quand même, de trouver un peu les distances. Mais on est plutôt dans des représentations topologiques. C'est-à-dire que l'ordre des villes sur une route, par exemple, serait conservé.
Ils verraient, s'ils représentent une rivière ou un fleuve, bon, ils vont pas mettre entre Orléans et Tours, ils vont placer Blois à peu près, peut-être pas à la bonne distance exactement, mais enfin, ça sera entre les deux. Mais alors c'est un choix, moi je crois que c'était une ignorance, quoi. Je me disais, bon, bah, ils ne savent pas calculer les distances, ils font des trucs tordus. Mais, donc c'est plutôt un choix de ne pas respecter les distances, ils les connaissaient. Non, je pense que c'était par intuition, c'est-à-dire Vous ne pouvez pas les mesurer, de toute façon. ils ne pouvaient pas mesurer. Maintenant, Ils ne pouvaient pas mesurer. il suffit de prendre des photos aériennes, des choses comme ça. On a mesuré au nombre de pas. Oui. Les Égyptiens, par exemple, touchaient des gens et ne prenaient pas des actes des gens, et il y avait quelqu'un qui comptait le nombre de pas Les des Égyptiens chevaux, ont fait ça, c'est comme ça, ouais. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que Parce dans que la les cartes topologie, sont aberrantes. le problème de la quadrature du cercle est résolu? Parce qu'en tirant sur ta Non, touche, non. là, tu peux, à partir d'un cas, si tu tires bien... Oui, mais Donc, là, il y a un voilà, autre problème derrière, c'est une question de mesure, notamment une question de mesure de surface. C'est-à-dire qu'on va introduire après, enfin, dans la géométrie euclidienne, on sait compter. J'entends par là qu'on sait mesurer. Je vais revenir un petit peu plus tard, peut-être, parce que c'est très, très important, ça, cette histoire de mesure. Attends, je ne veux pas aller trop vite parce que je vais commencer à... Juste sur la question du quadrature du cercle, c'est plutôt une question de mesure de surface. C'est-à-dire, est-ce que je peux trouver un carré, par exemple, ou une forme géométrique simple, rectangulaire, qui aurait la même aire que le demi-cercle, avec une courbure. Bon, ça, c'est un problème assez difficile, enfin, mais qui est plutôt un problème de mesure. Ça veut dire que là, on maîtrise déjà les nombres. Hein. On sait calculer les surfaces, et on sait également, on connaît déjà des nombres réels, qui ne sont pas rationnels. Bon, je vais revenir à ça, parce que ça, c'est assez important. Alors, est-ce que vous avez un peu saisi ce que serait la topologie d'un point de vue naïf, mais je pense, au même titre que la lampe électrique, c'est-à-dire la source lumineuse finie, le soleil, bon, la géométrie affine, hein, des projections, ça je crois que c'est un modèle simple pour caractériser un peu ce qu'est la topologie. On s'oriente en fait des points ou des lieux, on peut mettre un nom ou un mot finalement. C'est ça finalement. Oui, de toute façon, on peut faire la carte en leur donner en fonction des noms de villes. Oui, tu peux les... C'est ça qui va être important. Oui, c'est-à-dire si sur mon plan de métro, si je prends la ligne 7, je ne me souviens plus lequel c'est, ça n'a pas d'importance, je veux dire que le souci c'est sur cette ligne, bon, une fois que je la trace, j'ordonne les stations. En fait, je crée implicitement une pseudo-mesure, c'est-à-dire que l'unité, c'est la différenciation. C'est le petit segment, le bout de lacet qu'il y a entre deux stations. Et puis après, je vais en placer une autre. Je vais placer la ligne 1. Vincennes-Neuilly, par exemple. Et elle va couper celle-là, alors je ne sais pas où, mais bon, elle va couper en un point précis. Bon, une fois que j'ai placé ces deux-là, je peux tordre ma chambre à air. Ça va rester dans cet ordre. Maintenant, j'en place une autre. Je mets, je sais pas, je mets Clignancourt, Porte d'Orléans. Ou Montrouge. La 4. Vous voyez, bon, à ce moment-là, sur ma chambre à air, bon, je la fais passer, mais je vais avoir le souci qu'elle coupe la ligne 7 à une station qui avait été identifiée déjà sur la ligne 7, et puis qu'elle coupe après la 1 au bon endroit. Et donc j'aurai trois lignes. Alors qu'elles soient en ligne droite ou qu'elles soient un peu tordues, ça n'a pas d'importance du point de vue du métro. Quand vous cherchez, quand vous voulez aller à telle station, vous essayez de l'identifier, puis à partir de là, vous faites un circuit, et vous ne vous occupez pas tellement des distances. Enfin, si vous regardez si ça ne faut pas qu'il y ait trop de changements. Mais à ce moment-là, du moment qu'on est sur une ligne, après qu'il y ait deux ou trois stations plus, ça n'a pas une grande importance. Le principal, c'est de ne pas changer plusieurs fois. Bon, vous voyez, donc cette idée de plan de métro, je trouve qu'il est assez intéressant aussi, qu'il caractérise bien les invariants de la topologie.
Bon, alors, ça, c'est un point de vue. Bon, j'ai. Bon, c'est ça. Donc, c'est un point de vue un peu naïf, mais je crois que, sans être matheux, ça permet de situer un peu les choses déjà. Alors, autre chose là-dedans, la notion qu'on a vue, c'est le fait qu'il n'y ait pas, on tord la chambre à air ou le ballon, là, sans rupture. Et vous voyez, si vous essayez de suivre un peu qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour ma ligne droite ou pour ma figure, et vous le regardez un peu, on voit qu'il se déforme, là, il y a des torsions, il y a des choses comme ça, mais ça ne casse pas. Et puis à un moment donné, paf, on fixe. Donc ça, c'est une idée très très importante qui est derrière, c'est la continuité. Mais il y a c'est d'ailleurs une déformation continue. Alors il y a autre chose aussi qui est derrière. Il y a deux choses de contenu là-dedans. Il y a le continu, ça ne casse pas, ça se déforme, on voit la déformation. C'est infini aussi. De ce point de vue-là. Tout ça, c'est infini, à la limite. Mais là, je ne suis pas encore entré dans la question de. Parce que ça, c'est un autre problème un peu plus compliqué. Peut-être on peut le voir là, mais je ne veux pas vous changer de barre. Oui, c'est du continu. C'est un lien avec le continu. C'est les mêmes mots qui sont utilisés, mais comme par hasard, derrière, il y a l'idée du continu. Et on verra ça avec Cantor, si on a le temps tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le continu par rapport au dénombrable et au discret? Alors, ah oui, donc le deuxième mot, la deuxième notion importante là-dessus, ça vous pouvez le sentir et même le voir, c'est-à-dire que quand je déforme ça, je ne perds pas de point. Là, bon, j'ai fait un dessin, même s'il est déformé, mon dessin, je n'ai pas perdu de partie de ce dessin. Donc, si vous voulez, entre le dessin initial et le dessin arrivé, en quelque sorte, chaque point a un correspondant. Réciproquement, si je prends un point du dessin arrivé, de l'image, en quelque sorte, il y a un antécédent. Et un seul. Alors ça, c'est une idée importante, c'est l'idée de bijection. C'est-à-dire que les points se correspondent terme à terme, en quelque sorte. Vous avez dû entendre ça, on a dû vous rabattre les oreilles de ça, la notion de bijection. Il fallait montrer que c'était injectif et surjectif. Et quand c'était les deux à la fois, on avait une application qui était bijective. En fait, c'est tout simplement une correspondance terme à terme. Alors, le plus simple pour bien comprendre ça, c'est vous prenez un ensemble à trois, vous mettez trois machins dedans, un livre, un ciseau, des ciseaux et puis un crayon. Voilà, je mets ça dans une sacoche, un peu HS, par exemple là. Puis là, je vais mettre une feuille, un verre, et puis ça. Là, vous voyez que je vais l'isoler sur la feuille, là. Je ne suis peut-être pas très heureux de prendre la feuille, je vais prendre le scotch. Vous voyez, j'ai trois éléments, là. J'en ai trois ici. Donc, ce qu'est la correspondance terme à terme, à ça, je vais faire correspondre le stylo d'ici. Au verre, je fais correspondre le bouquin. Et puis, au scotch, je fais correspondre les ciseaux. Voilà un exemple de correspondance terme à terme. Il n'y a pas plus simple, hein, vraiment. Mais derrière ça, c'est vraiment si je vous pose la question qu'est-ce qu'un nombre, je pense que vous allez être dérouté comme ça au premier abord. Je poserais cette question des fois normalia à des oraux. Finalement, vous pouvez me dire ce que c'est qu'un nombre. Il y en a qui disent c'est 2, c'est 3, c'est un chiffre. Alors, ma digression, là, c'est tout simplement pour revenir à cette correspondance terme à terme. Et vous voyez que je pourrais avoir une autre collection avec trois éléments. Je pourrais la faire correspondre aussi, terme à terme. Donc, j'ai construit une application qui est une bijection, en quelque sorte, de cet ensemble-là sur celui-là et sur le troisième. Donc, c'est transitif, tout ça.
Donc j'ai donc une relation d'équipotence, c'est-à-dire une relation d'équivalence. Mais c'est important parce que en mathématiques, on s'intéresse à construire des relations comme ça d'équivalence et on s'intéresse aux classes d'équivalence. Et les classes d'équivalence, là, ben, il va se trouver qu'on va l'appeler le cardinal 3. Ça va être un nombre cardinal qui va correspondre comme par hasard à 3, donc on va appeler 3 par la suite. Et vous voyez qu'un nombre, en fait, c'est une sorte de classe d'équivalence pour cette relation de bijection entre ensembles, notamment sur des ensembles finis. Voilà. Je vais essayer de simplifier un peu les choses. Si. On a l'air perplexe. Est-ce que vous avez vu cette relation de bijection entre ensembles? C'est pas dur. Hein? Après, un nombre, qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un nombre? On dirait que c'est une classe d'équivalence, suivant la relation d'équivalence, est en bijection avec. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une classe d'ensemble, en gros, je mets des guillemets, qui ont tous le même nombre d'éléments, qui ne caractérisent le nombre 3. Et puis il y a d'autres collections qui vont caractériser le nombre 4. Il y a d'autres collections qui vont caractériser le nombre 1, parce qu'ils n'en auront qu'un seul. Hein? C'est pour ça qu'en maternelle, c'est intéressant de faire, aux enfants de faire construire des collections que l'on met dans des petits sacs. Et puis ils ont par exemple 3 billes. Il y en a d'autres qui ont 3 objets différents, ne pas nécessairement prendre des billes. Et puis après, on va s'intéresser un jour à leur faire construire des collections qu'on en 4 ou qu'on en 5. Ce n'est pas la peine d'aller trop loin. Le principal, c'est qu'ils voient que justement, on peut rassembler des collections qui ont tous le même nombre d'éléments, parce qu'on peut mettre les trucs en correspondance. Alors ça, c'est une notion très très importante dans la définition du nombre, c'est la notion de cardinal. Lacan en parle, cardinal. Et puis, il y a une autre notion, qui est, Attends, pourquoi cardinal? Pourquoi il s'appelle cardinal? pourquoi les cardinaux, d'où ça vient? Bonne question, je vous remercie. Non, on a toujours parlé de la... Cardo, ça veut pas de cardo? Je sais pas, en latin, qui veut dire, bah, c'est le croisement. en grec. Cardo, c'est le croisement. Ouais, vous chercherez, mais c'est vrai que ça n'avait pas bien l'idée. Donc, ça Je vois s'appelle mieux comme l'autre, ça. l'autre je vois bien. C'est la notion ordinale. Alors, là en même temps, on va revenir sur les... Je fais l'introduction pour les alephes tout à l'heure. En mathématiques, il y a une notion très importante, qui est il existe des ensembles. Et en particulier, il y a un ensemble qui n'a aucun élément. C'est l'ensemble vide. Mais ça, lorsque tu fais les groupes de 3, c'est pas un ensemble. Oui. On ne peut pas appeler ça un ensemble, si? Si. Si, on peut appeler ça Et un si tu ensemble. veux, l'ensemble, ça serait ici, je vais le caractériser. Bon, je reviens un petit peu en arrière. C'est quoi la définition de cardinal? J'ai des éléments. Là. Qu'est-ce que c'est, T'as bien compris la notion de cardinal? Je peux vous dire la définition. ça vole Oh oui, bah, Il dit c'est du latin cardinalis, relatif au gond, cardinal, principal, dérivé de cardo, pivot, charnière. pivot charme. Le sens étant quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, au sens propre au départ, puis de nos jours au sens figuré. Le gond, ça me fait Le gond. ça. Mais le cardomatinus dans les villes, c'était la place centrale. Ouais. Et les noms cardinaux ont été nommés ainsi car ils semblaient plus importants. Et les cardinaux sont des prêtres sur lesquels l'Église s'appuie. Les Pas trop points, quand ils commencent à tripoter les trucs. les points cardinaux, c'est le point de repérage. Oui, non, mais il y a plusieurs... Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, ça y est. Mais tout ça vient de repère, quoi. Alors, on regarde. Alors, la question que tu me posais, c'est qu'est-ce C'est que c'est? l'ensemble. Si on peut Là, appeler l'ensemble, ça un simplement, ensemble c'est que vide. le principal, c'est que j'ai déjà les objets. Oui. Pour ces objets-là, il faut que... Le seul fait que je les ai mis ensemble, c'est-à-dire j'ai décidé, à un moment donné, je faisais le choix, que ces éléments-là, ça constituerait une collection de 3 objets que je garde spécifiquement quelque part, parce que je vais peut-être en avoir besoin. Donc, simplement, ce qu'il faut que je me donne les moyens, c'est de les ranger. Les mettre dans une boîte ou dans un sachet. Hein. Alors, quand c'est des dessins ou des... si vous avez des enfants en maternelle ou en CP, hop, on met
une sorte de ficelle autour, et on fait un rond, Patate. une patate, oui, comme on appelle ça, et puis on met une petite étiquette, c'est-à-dire on le nomme cet ensemble-là. Et en particulier en maternelle, ça serait intéressant sur toutes les boîtes qui vont rassembler tous les sachets contre 3 éléments. Comme par hasard, je vais le nommer 3. Bon, si j'étais encore dans la Rome antique, je mettrais 3 machins comme ça. Ça, c'est de la question de numération. Au niveau du cardinal, on aurait pu le nommer n'importe comment. Ah, on aurait pu le nommer n'importe comment. Comme le cardinal n'applique pas l'ordinal, il n'y a pas Oui, de on peut le nommer n'importe comment. Le principal, c'est de le nommer. Simplement, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va les ordonner, ceux-là. Après, on les ordonne. On va trouver une relation d'ordre là-dessus. Alors, je reviens quand même. Je vais essayer d'aller vite, mais je voudrais que vous saisissiez un peu, parce qu'il y a une nuance un peu qui est assez intéressante. C'est que là, bon, je vous ai donné l'idée un peu de ces boîtes, ces sachets de 3, là, qui sont dans une grande boîte qui désigne 3, c'est-à-dire tous les ensembles contre 3 éléments, tous les ensembles qui en ont 5. Je les mets dans une grande boîte, etc. Puis je mets l'étiquette 5, etc. Mais je pourrais aussi imaginer que j'ai une boîte, une grande boîte, qui contient que des sachets qui n'ont rien dedans. J'ai rien mis dans le sachet. Et celle-là, elle est assez intéressante parce que comme elle caractérise des sachets qui n'ont rien dedans, ça va être ce que je vais appeler l'ensemble vide. Un ensemble de vide en quelque sorte concret. C'est-à-dire, mais c'est très très important, cet ensemble vide, parce qu'il va être le point de départ justement de quelque chose. C'est ce que Lacan décrit dans l'étourdi. Vous avez un texte sur il parle de l'ensemble vide, avec, sur la castration aussi, alors, le 1 et le 0, tout ça, enfin bon, le 0 qui compte comme 1. Oui. Donc simplement, c'est que cet ensemble vide, ce qui nous intéresse, on va le nommer. Alors on le nomme avec un 0, avec un trait. Et puis, c'est rien, mais c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il a au moins le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va considérer un ensemble qu'il contient. Alors on va le noter au demain, on va mettre des guillemets, puis on va le mettre l'ensemble vide. Attention, ce n'est pas le même ensemble. Il y a l'ensemble qui ne contient rien du tout. Et puis, donc cet ensemble existe, et à ce moment-là, je vais considérer l'ensemble qui contient cet ensemble, c'est-à-dire qu'un élément. Et cet élément est l'ensemble vide. Alors vous voyez que là, c'est ça qui est très important, même si vous relisez le texte de Lacan, c'est le démarrage. C'est ça que c'est fondamental. Et pour la construction des nombres ordinaux, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on va essayer de les emboîter les uns dans les autres. Si j'avais un tableau, c'est un lieu, mais enfin, en gros, je vais essayer de prendre cette feuille, juste. Vous voyez, celui-là, il n'y a rien dedans. C'est l'ensemble vide. Mais cet ensemble existe. Il existe un ensemble vide. C'est déjà un axiome de départ. Alors, donc, maintenant je vais construire un ensemble qui contient cet ensemble vide. Alors, je le note comme ça. C'est-à-dire le seul élément qui est dedans, vous voyez en quelque sorte les crochets que j'ai fait ici, c'est ma petite boîte que j'utilisais en maternelle. Hein. Et puis là-dedans, j'ai mon ensemble vide. Donc cet ensemble-là, il contient cet ensemble, celui-là. Donc j'en ai deux maintenant. J'ai celui-là, où il n'y a rien dedans, et puis j'ai cette boîte, en fait c'est la boîte, qui contient tous les sachets. J'ai un sachet vide, ensuite j'ai une boîte qui contiendrait une quantité d'enveloppes ou de sachets qui n'ont rien dedans. Hein, bon, alors celle-là, je la noterai. Je pourrais la noter. Rien ne m'empêche de la noter 1. Comme par hasard. Enfin bon. Et puis, une fois que j'ai ça, ben, c'est pas mal parce que j'ai deux ensembles. Ben, je vais les réunir. Donc, du point de vue axiomatique, j'ai un axiome qui me dit qu'étant donné deux ensembles, je peux en construire un troisième, un autre, qui contient les éléments des deux. C'est l'axiome de réunion. Bon, c'est assez facile finalement. Hein. Si vous avez, je sais pas, des objets, ben
Vous avez 2 collections, puis vous les remettez tous ensemble, et puis ça vous en fait le 3e. Donc, à ce moment-là, vous en construisez un 3e. Alors, celui-là, je le mets dans une boîte. Et j'ai construit le nombre 2. Du point de vue ensembliste, il contient celui-là, mais il contient celui-là. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est pas la peine, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, je continue. Puisque j'en ai 3, les ensembles. Je les réunis dans un autre, c'est-à-dire j'en fais un 4e. Alors vous voyez, ensuite, quand je prends un peu de recul, je regarde, celui-là est contenu dans celui-là, et ainsi de suite, ils sont tous emboîtés les uns dans les autres. Donc voilà, j'ai construit, en fait, ce que j'appelle la conception ordinale, c'est-à-dire une relation d'ordre sur des ensembles finis, en quelque sorte, et c'est ce qu'on appelle les nombres ordinaux. Alors la question que je posais tout à l'heure, qu'est-ce qu'un nombre? En gros, c'est quand on arrive à faire coïncider justement cette notion de cardinalité, c'est-à-dire d'équipotence, où la question que les enfants, c'est intéressant d'observer les enfants, par exemple, quand vous leur donnez, quand ils ne savent pas trop compter, vous leur dites là, est-ce qu'il y en a plus ou moins dans des collections? Et alors, ils essaient de les associer, enfin, ils trouvent des moyens de les associer, et ils disent, il y en a pareil. Ou, oh, il n'y en a pas pareil. Mais quand il y en a pareil, c'est la relation d'équipotence, des rues cardinales. Et puis, il y a aussi des enfants, vous avez tous remarqué ça, je pense, qui comptent, qui égrènent. 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire ils récitent une comptine, la comptine des nombres, et ça, c'est une conception ordinale. Relation d'ordre. Alors c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire, ce qu'on peut dire, c'est qu'un élève sait à peu près compter quand il arrive à associer les deux choses. C'est-à-dire, pour résoudre un problème de combien vous lui donnez un tas d'objets, je ne sais pas, n'importe quoi, vous en prenez beaucoup, au moins une cinquantaine, et puis vous lui demandez combien il y en a, ben, si ce n'est pas compté jusqu'à 50, il va les décomposer. Ou bien, s'il sait compter, au sens de la comptine, il va les énumérer. Et se débrouiller pour ne pas en oublier, ou pas les compter 2 fois. Vous voyez qu'il y a ces 2 notions qui jouent en même temps. Ben, nous, dans la construction des ordinaux et des cardinaux, du point de vue théorique, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous vous sentez bien Bon. Donc, alors ça, c'est quand même très très important, parce que quand on sait qu'un nombre, c'est un cardinal, c'est-à-dire une classe d'équivalence, je peux considérer maintenant l'ensemble de tous les nombres, parce qu'il y a un raisonnement qu'on peut faire Je reviens quand même aux élèves de CE1, CE2, tout ça, parce que vous connaissez un peu le problème, c'est quand un élève compte, vous disiez, mais est-ce que ça s'arrête? À un moment donné, il peut dire, oui, parce que je sais compter jusqu'à 20, et à un moment, il commence à réfléchir en disant, vous faites la même chose aussi avec l'infini, c'est-à-dire, mais si ça s'arrêtait, il y en aurait un plus grand. À ce moment-là, si je rajoute un, je vais en avoir un au-dessus. Et petit à petit, il commence à dire, mais ça ne s'arrête pas. Donc, c'est-à-dire qu'il a conscience, justement, de la dénombrabilité de l'ensemble des nombres, c'est-à-dire, ça ne s'arrête pas, c'est un ensemble infini. Donc après, pour les numéroter, ben, c'est une autre histoire, c'est une histoire de numération et de chiffres. Comment on va trouver les numérations. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ce nouvel ensemble qu'on vient de trouver, c'est-à-dire le dénombrable, ben, il a lui-même, il définit lui-même un cardinal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver des objets qui vont se mettre en bijection avec lui. Donc, c'est un nombre un peu bizarre, ça c'est ce qu'on appelle Aleph 0. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Donc, Aleph 0, c'est ce qu'on appelle le dénombrable. C'est-à-dire, c'est un ensemble dénombrable, et c'est le premier nombre transfini. Alors, je ne vais pas continuer là-dessus, mais vous voyez que quand on en a trouvé un, pourquoi on n'en trouverait pas d'autres? C'est des nombres un peu bizarres. Transfini, c'est-à-dire que un nombre, si je prends 1 243 409, c'est un nombre fini.
Oui. Même si je rajoute 1, je vais obtenir encore un nombre fini. Oui. Mais tous ces nombres-là, ils constituent un ensemble, puisque chaque nombre existe. Oui. Donc rien ne m'empêche de considérer l'ensemble de tous ces nombres. Cet ensemble de tous ces nombres, son cardinal n'est pas fini, puisque s'il était fini, si j'en rajoute un, ça détruit mon raisonnement qu'il est fini. Mais Daniel, Vous voyez que ça commence un peu à se compliquer, c'est-à-dire il ne peut pas être fini. Donc s'il n'est pas fini, c'est qu'il faut introduire le mot infini. Il y a une infinité de nombres. Et quelle est la différence entre infini et transfini? C'est la même chose. Simplement, c'est que Aleph 0, là, le dénombrable, c'est le premier transfini qu'on connaît. Pour l'instant. Premier infini, quoi. Le premier infini. Première classe d'infini, quoi. En fait, C'est une première classe d'infini, en quelque sorte. D'accord. Parce que c'est les nombres entiers. C'est les nombres entiers. mais il est infini à un bout, mais il n'est pas infini à l'autre, parce que le premier ensemble, il n'est pas un nombre. Alors, c'est L'ensemble vide, il n'est pas un nombre, puisqu'il faut qu'il y ait deux ensembles pour qu'il y ait un nombre. Non. Parce que tu peux décider que c'est le premier. Mais dans l'après-coup. À la limite, on s'en fout, on pourrait l'oublier. On pourrait partir de l'ensemble qui contient. Et à ce moment-là, le premier, on l'appellerait un. Oui, mais c'est le seul qui ne se contienne pas lui-même. Lequel? Attends, je Le premier, le 0. C'est-à-dire que le 1, c'est l'ensemble vide qui est contenu dans un autre ensemble. C'est l'ensemble de... C'est-à-dire le 1, c'est assez logique de noter 1, la classe des ensembles qui contiennent un seul élément. Mais celui-ci, il contient... Alors le premier... Le premier, c'est l'ensemble des éléments qui s'appartiennent et qui ne s'appartiennent pas. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucun élément qui est dans ce cas-là. Et c'est pour ça qu'il nous faut un axiome de mathématiques. Dire qu'il existe. Il existe et tu peux toujours, pour n'importe quel ensemble, tu pourras toujours écrire cet ensemble, l'ensemble des x de cet ensemble, qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à A. Donc tu vois, ces éléments n'existent pas, il n'y en a pas. Donc il est vide cet ensemble-là. Donc on pourra toujours dire que c'est une partie de n'importe quel ensemble, l'ensemble vide. C'est une partie de n'importe quel ensemble. Oui, c'est n'importe quel ensemble. À tout chiffre, tu peux le rajouter à la limite. Mais là tu m'entraînes trop loin parce qu'il faudrait maintenant que je parte sur les axiomes des mathématiques, à savoir qu'étant donné une propriété, il existe un ensemble dont les éléments vérifient cette propriété. Donc il faut que ça, on le mette dans les axiomes de démarrage des mathématiques. Donc tu vois, c'est un peu difficile, tu vois, c'est pas, là ça va nous emmener trop loin, et on arrive sur des choses très complexes. C'est déjà trop loin pour moi. Non, mais si vous avez un peu pigé l'histoire simplement des boîtes successives qui contiennent un élément, 2 et 3, c'est-à-dire l'aspect de cardinalité, c'est-à-dire des correspondances entre boîtes, et puis après l'idée qu'on peut les ordonner, bon, bah, vous avez déjà compris un peu, vous pouvez répondre à la question qu'est-ce qu'un nombre? Alors maintenant la question que vous posez, effectivement, est-ce qu'il y a des nombres qui correspondent à des ensembles infinis? Puisque le cardinal d'un ensemble, c'est-à-dire tous les ensembles qui sont en bijection avec, c'est un nombre, on le considère comme un nombre, justement, des ensembles infinis, si on prend leur cardinal, ça va nous donner des nombres, mais des nombres bizarroïdes qu'on ne connaît pas encore, c'est ce qu'on va appeler les nombres transfinis. Maintenant, reste à savoir si on va pouvoir les ajouter entre eux, ou si je vais... C'est pas l'infini. Cantor, on va essayer de répondre à la question. Il y a plusieurs infinis. On a additionné des gens. Oui, non, mais si je vous renvoie à 6007, Ouais, il y a plusieurs. Et puis entre 1 et 2, tu as un autre infini. Définition. L'infini des nombres.
à la virgule. Parasolaire, c'est ça. L'infini Donc en fait, tu as un infini L'infini comme des ça. nombres pairs, l'infini des nombres impairs, l'infini des nombres. Ouais. Et donc on prend un et deux, en fait, tu as un infini. Mais attention, là on est dans des choses très compliquées hein, déjà, là c'est vraiment, ça commence à devenir difficile. Ça repose sur Pourquoi c'est Mais déjà si vous savez saisir à peu près ce qu'était Aleph 0, Bah non, c'est quoi juste c'est l'infini des bah, c'est l'ensemble de tous les nombres. C'est l'ensemble de tous les nombres entiers. de tous les nombres Il entiers. n'y a qu'à C'est un retenir ça. ensemble en fait. Oui, c'est un ensemble. D'accord. Mais l'ensemble de tous les nombres Entier. Mais il est infini, il n'est pas fini. Il n'y a pas un nombre fini d'éléments, il est infini. L'ensemble de tous les nombres n'est pas un nombre. C'est ça que je disais tout à l'heure. Oui, alors attends. Oh là là. Ah oui. Il y a des nombres qui sont pas entiers. L'ensemble de tous les l'ensemble de tous les nombres n'est pas le même nombre. Un autre infini en fait. Parce que sinon on débouche sur le paradoxe, ce qu'on retrouve souvent avec Lacan aussi, c'est le paradoxe de Russell, l'ensemble de tous les ensembles, qui n'est pas lui-même un ensemble. Oui, oui, oui. Non, non, on ne peut pas en parler de l'ensemble de tous les ensembles. C'est une contradiction Oui. à laquelle on arrive. Oui. Mais après, ça nous emmène assez loin parce que c'est le problème des théories valides, etc. Donc, on fait une théorie des théories. Après, c'est pas grave en mathématiques d'arriver à une contradiction. Oui. Parce que justement, quand on arrive à une contradiction, l'intérêt, c'est d'inventer quelque chose qui va dépasser cette contradiction et qui englobe en quelque sorte tout le savoir auquel on était à ce moment-là. En sachant que ça va se reproduire. Bon, je vais vous donner un exemple simple. Donc c'est un pouce à l'écriture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à une contradiction, en mathématiques, on doit quelque part rechercher un nouvel axiome, c'est-à-dire une nouvelle écriture, geste, enfin un nouveau point d'écriture, un nouveau Oui, mais point on n'a de peut-être pas départ. besoin d'action, on peut construire. Je vais vous donner un exemple simple. Ouais. Aucun carré n'est négatif. Mm. Quand j'ai un nombre, Oui, si je l'élève au carré, il est toujours positif. il est toujours positif. Oui. Or, au XVIIe siècle, il y en a un qui se dit, mais après tout, pourquoi j'imaginerais pas un nombre tel que, je l'appelle I, par hasard, imaginaire, et puis I au carré va me donner -1. Et je décrète que... Et il commence à faire des calculs à partir de ça. Donc c'est racine de moins. En fait, il construit un ensemble qui est beaucoup plus grand, qu'on appelle...